Salut, quel est le rapport entre les traits esthétiques et les traits non esthétiques? Par exemple, quel est le rapport entre élégant et courbe? Je vais commencer par Sibli, qui, qui travaille sur les énoncés, notamment sur les énoncés esthétiques. Sibli appartient à la première période de l'esthétique analytique qui se caractérise par la distinction radicale entre les énoncés qui sont propositions et les énoncés qui ne sont pas euh, les propositions. Les énoncés qui sont propositions, ils sont vrais ou faux, ils sont descriptifs. Par exemple, la table est en bois. Il y a Dans cette phrase, il y a la description de la propriété de la table. Les énoncés qui ne sont pas des propositions, ils sont susceptibles de fausseté ou de vérité. Ils sont évaluatifs. Euh, Par exemple, la robe est jolie. Euh, c'est une proposition esthétique parce que, parce qu'il n'y a pas de description de la propriété de la robe. Et la position du ciblé est une position métacritique. Et la question qu'il pose est de savoir comment, comment on applique les concepts esthétiques. Si, si on parle de l'application, il faut parler des règles d'application. Il n'y a pas d'application sans règles d'application. Et qu'est-ce que c'est la règle? La règle implique comment il faut faire. Elle est, euh, Elle est descriptive et on l'apprend à partir de quelques cas et ensuite on l'applique euh, dans, dans un certain nombre de cas. Et donc, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des règles dans l'application des catégories esthétiques? Est-ce qu'il y a des conditions suffisantes et nécessaires dans l'application des catégories esthétiques? Sibley réfléchit sur cette question et que, il souligne que euh, le concept esthétique comme élégant, harmonieux, dépend du concept non esthétique, comme courbe, rouge, grande. Et l'existence du concept non esthétique est une condition nécessaire, mais pas suffisante euh, dans, dans cette application. S'il n'y a pas de conditions suffisantes euh, pour justifier l'application des catégories esthétiques, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles dans l'application des catégories esthétiques. Et au fond, c'est le goût euh, qui nous apprend comment appliquer des, des catégories esthétiques. Le problème, euh, il y a un problème avec l'art contemporain qui est plus difficile à juger qu'une œuvre classique. Par exemple, dans le tableau de Iris, euh, dans le tableau Iris de Van Gogh, que j'ai pu apprécier euh, dans, au musée d'Orsay,
il y a 2 semaines, on peut souligner les courbes ondulées des iris, l'intensité des couleurs, comme si Van Gogh restituait euh, la température, les odeurs, la présence de l'air du vent. Ce tableau est coloré, vivant et précis. Et donc, je peux trouver beaucoup de critères non esthétiques pour, euh, pour juger euh, cette œuvre de Van Gogh. Devant l'installation d'une œuvre d'art contemporain, on est, on est beaucoup plus perdu, puisque il y a beaucoup moins de critères non esthétiques des- que de traits esthétiques. Par conséquent, si on n'arrive pas à dégager les critères non esthétiques, euh, c'est, on laisse le marché de l'art contemporain décider pour nous. Je me souviens euh, de mon voyage d'échange artistique à Bruxelles euh, en avril. Nous sommes allés à l'Art Bruxelles où était organisée une grande exposition d'art contemporain. La, la galerie est composée de trois énormes salles, ou plutôt de trois hangars où peuvent s'installer une centaine de galeries d'art contemporain. Et après cette visite, j'étais confus et désappointé. Environ 90% de cette exposition était une illustration euh, vivante euh, de cet article de Nelson Goodman. Quand y a-t-il l'art? euh, Bien que la tendance que Goodman décrit dans cet article s'est développée à partir des années 60, il, euh, il me semble que nous assistons encore de nos jours à ce phénomène. Parce que la- les, que les artistes contemporains, ils, euh, ils montrent que la question qu'est-ce que l'art n'a aucun sens et qu'il faut et qu'il faut la substituer à une autre qui est quand y a-t-il l'art? C'est c'est simplement ça ne correspond pas les- à l'essence de l'art, mais simplement c'est simplement un fonctionnement. La plupart des objets d'art à l'art Bruxelles étaient des objets du quotidien, des objets ils étaient banals, modifiés, étranges. Et cela renvoie à l'art conceptuel qui, euh, cette tendance apparue dans les années 60, qui définit l'art non par les critères, non par les traits non, esthétiques, mais simplement par le concept, par l'idée. Il y a cet article très intéressant décrit
de 2003 par Yves Michaud. Euh, dans cet article, Michaud approuve que tout devient artistique et tout le monde peut devenir, tout le monde peut devenir artiste. Nous sommes dans une relation où l'objet, où l'important n'est pas l'objet, n'est pas celui que le produit, mais celui qui le regarde. C'est le spectateur qui fait l'art. Par conséquent, l'artiste devient un producteur d'expérience. Le problème, c'est c'est que les artistes contemporains ne cessent d'exploiter le régime de l'objet, alors qu'ils ont abandonné l'essence, la recherche de l'essence de l'objet artistique. Ils prétendent que leurs œuvres d'art sont substantielles, alors qu'ils sont procédurales, c'est-à-dire routines, euh, mécaniques, fonctionnelles. Euh, Pour toutes ces raisons, j'ai été confus en me promenant dans les longues allées de l'art Bruxelles. Je, je n'ai pu pas apprécier la majorité des œuvres d'art parce que euh, le concept euh, ou l'idée était secondaire, alors qu'il doit être l'essence même d'exposition. J'ai j'ai beaucoup réfléchi sur cette question et j'ai trouvé la solution. Si, si l'artiste devient un producteur d'expérience ou de concept, il doit souligner ce concept, c'est-à-dire inverser l'exposition de l'objet artistique à l'exposition de sa description. Et dans, dans- alors, dans le grand tableau, on a la description, l'idée, le concept d'une œuvre d'art. Et dans cette petite plaque, euh, il y a, on met l'objet, l'objet visuel. Dans ce cas, l'objet euh, l'objet physique euh, devient la médiation ou l'outil de son concept. Dans cette dimension inversée, on juge non pas l'objet, mais sa description, c'est-à-dire le langage. Et cette inversion conceptuelle euh, permet euh, cette inversion conceptuelle non seulement suit la logique d'exposition, mais aussi euh, permet de trouver la rationalité d'une critique d'art contemporain. Pour justifier ou valider l'usage des catégories esthétiques, euh, on, on peut dégager beaucoup plus de critères euh, dans le concept descriptif que dans l'objet visuel d'art contemporain. Et c'est l'une des possibilités d'abandonner la valeur économique qui est la justification de notre ignorance dans le domaine de l'art contemporain. Et alors, je reviens à la question de cibler. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre les traits esthétiques et non esthétiques? Euh, on a la théorie de survenance qui vise à résoudre ce problème de cibler.
le théoricien de cette étude est Donald Davidson. Et cette théorie est utilisée dans le champ de la philosophie de l'esprit. Elle vise à éviter le réductionnisme de la théorie neuroscientifique qui réduit l'activité de la pensée à l'activité du cerveau. Et elle vise aussi à éviter l'autre extrême, la position spiritualiste, qui dit que l'activité, euh, qui dit que la pensée n'a aucun sens, n'a aucun rapport euh, la, avec les propriétés physiques. Et donc, la perception esthétique euh, n'a aucun rapport avec les propriétés microphysiques. Ce qui pose le problème avec la théorie des survenances, c'est que s'il y a le faux qui est exactement comme l'original, selon d'autres aspects, euh, comme la taille, la forme, etc. Et les propriétés qui, avec les propriétés que le faux partage avec l'original surviennent, euh, surviennent sur les propriétés euh, microphysiques. Et la question qui se pose est si les, les propriétés non physiques, comme par exemple le faux coûte moins cher et il est fait par quelqu'un d'autre, si ces traits non esthétiques font la partie euh, de la définition de l'objet. Si c'est le cas, on a le problème avec la théorie de survenance qui dit que euh, les, les caractéristiques physiques, les caractéristiques mentales, d'une certaine manière, surviennent ou dépendent des caractéristiques physiques. Donc, dans le cas du faux, certaines caractéristiques non physiques nous surviennent des caractéristiques physiques. Et un autre problème avec la théorie de survenance, c'est qu'elle tend à définir les états mentaux comme des manifestations pures qui ne sont pas euh, efficientes causalement. Euh, En effet, en admettant que les propriétés non physiques surviennent sur les propriétés non physiques, il semble que le monde physique, euh, le monde physique on peut rester indépendant par rapport au monde mental. Autrement dit, les lois physiques sont suffisantes pour expliquer tous les événements. Voilà, au revoir, à la prochaine.